Bien, alors aujourd'hui, pour le séminaire, nous restons en famille, puisque nous écoutons Federico Saviotti, qui est assistant de ma chère pour la 3e année, avec un statut différent, et hélas, pour la dernière année, car Dieu sait que je le garderai bien, hein, mais la vie est terrible. Hein. Et Federico Saviotti donc, a toutes les qualités des philologues italiens formés dans les meilleures universités auprès des meilleurs maîtres, et il en a d'autres aussi, c'est-à-dire qu'il est d'une érudition et d'une précision philologique et bibliographique parfaite, de sorte qu'il vient en aide à mon flou et à mon ignorance dans toutes circonstances, avec une courtoisie, une discrétion, un art de ne pas humilier le vieux maître qui vraiment me touche. Hein, et en même temps, il a une finesse, une pénétration de pensée et d'analyse et une capacité d'aborder les grandes questions qui sont très remarquables et qui quelquefois sont étouffées chez les philologues trop érudits. Et c'est un spécialiste des troubadours, comme beaucoup de philologues italiens, et particulièrement de Rimbaud de Vaqueiras, ce qui est un choix excellent. Parce que c'est un poète particulièrement original et charmant, et c'est un poète dont les œuvres qui ne sont pas de lui sont presque mieux que celles qui sont de lui, mais peut-être qu'elles sont de lui quand même. Et du coup, c'est une sorte de perfection poétique, Rimbaud de Vaqueiras. Et dernière qualité, vous le voyez souvent, Federico, il est toujours beau, mais vous ne l'avez jamais vu, on s'est bien habillé, n'est-ce pas? Et ce costume, le vert du pull et le mauve de la cravate, enfin, je trouve que c'est particulièrement heureux, et je suis... non, mais je plaisante, mais je suis, et ça a l'air idiot, mais je suis extrêmement touché de cet effort de toilette et de rendre hommage, en somme, à la dignité de l'institution et de la circonstance. Je trouve que c'est bien. Voilà. Et il fait tout bien. Et donc, il va nous parler du poète en scène, point d'interrogation, nominatio dans les tensions et les jeux partis. Oui, alors, Federico est sur PC, moi sur Mac. Ça, c'est mon Mac, et cela explique qu'il y ait des petits signes adventices qui ne sont pas prévus. Mais ces signes, au moins là, sont des notes de musique. Et c'est une merveille, car cette poésie est chantée. Nous sommes des philologues. Souvent, nous ne prêtons pas une attention suffisante à la musique. Et la machine nous rappelle ainsi à l'ordre et nous met comme ça, parsème l'écran de petites notes de musique, comme un reproche permanent ou comme une invitation à quitter la froideur des textes pour gagner le charme des chansons. Merci encore une fois, messieurs. Il m'est presque impossible de parler après une présentation comme ça, mais j'essaierai quand même d'aborder mon sujet. Quel est le nom du poète? Quel est en particulier le nom du poète médiéval? Notre tentative de répondre à une telle question se heurte avant tout à un problème de perspective, comme Michel Zinc ne cesse de le rappeler dans ses cours. Nous n'avons jamais affaire directement avec un poète qui se nomme ou est nommé. Perdu à jamais la voix d'une poésie qui était bien chantée, comme l'ordinateur nous le rappelle, dans le cas de la lyrique des troubadours et des trouvères, seul l'écho assourdi de cette nomination, confiltré par les aléas du temps et de ce qu'on appelle la fortune de l'œuvre littéraire, est pour nous saisissable. Les moyens de cette connaissance indirecte et imparfaite sont, tout le monde le sait,
les objets matériels qui renferment les copies des textes médiévaux, à savoir les manuscrits. L'importance de ces livres ne saurait donc être surestimée. Cette constatation, sans doute banale, est un préliminaire nécessaire. En effet, ma recherche sur la nomination dans les poèmes dialogiques d'Ocke et d'Oïl, dont je vous présente aujourd'hui une première ébauche, trouve son point de départ, et bien plus que cela, dans les manuscrits. Les recueils de pièces diverses, composés entre la moitié du XIIIe siècle et la fin du XIVe, en Italie, en France ou en Catalogne, et que nous appelons chansonniers lyriques, constituent la condition même de mon étude. Ils en contiennent à la fois les données positives et les limites insurmontables. Mais quel nombre de poètes lyriques trouvons-nous dans les chansonniers ? Nos sources, en ce sens, peuvent être rangées en deux typologies bien différenciées. D'un côté, les textes dans lesquels les troubadours et les trouvères se nomment explicitement. De l'autre, les éléments relevant du paratexte, à savoir les rubriques qui introduisent les poèmes et les index en tête des chansonniers. Et là, vous avez à l'écran la table du chansonnier C, avec tous les noms des poètes en rouge. Le discours relatif à cette deuxième source, le paratexte, sera assez court. Les noms des auteurs qui nous sont transmis par le paratexte ne sont en général que des flatus vocis, si l'on veut utiliser une expression appartenant à la philosophie contemporaine de notre objet. Des appellatifs dépourvus de toute consistance, si le hasard ne nous a livré aussi une prose biographique, une de celles vivaces accompagnant le texte dans quelques manuscrits, qui en racontent au moins en gros l'histoire. Et là aussi, il peut arriver que le biographe soit tantôt assez ignorant, tantôt médiocrement informé, ou qu'il fasse confusion entre deux poètes dont les anthroponymes ne se signalent pas pour leur variété. Les Peyre, les Raymond, les Bernard se comptent par douzaines. Parfois encore, l'ignorance des rédacteurs et des copistes a faussé le rapport des noms à l'œuvre poétique qui est posée sous leur autorité. Surtout chez les troubadours, les attributions discordantes des pièces sont tout à fait fréquentes, comme le démontre la taille imposante du répertoire dressé par Carlo Pulsoni. La cause principale de ce phénomène, qui représente un obstacle majeur pour le philologue se penchant sur cette littérature, est sans doute la distance, aussi bien dans le temps que dans l'espace, entre la rédaction des chansonniers et la composition de poèmes. L'attitude de la part de la majorité des scribes à l'égard du sentiment d'autorialité que le nom du poète véhicule, sentiment qui était puissant chez les poètes lyriques, est ambivalente. D'un côté, les copistes sont sensibles à la fascination d'un nom, particulièrement s'il s'agit d'un nom célèbre, au point de lui attribuer, par défaut de connaissance ou par vénération, beaucoup de poèmes qui ne lui appartiennent pas. C'est le cas, par exemple, de la section consacrée à Rimbaud de Vaqueras dans le chansonnier catalan SG, où 6 pièces sur 21 ne sont pas de lui. De l'autre côté, certains noms de personnages publics bien connus sont systématiquement effacés par antonomase ou par pudeur, derrière la marque du rang de leur propriétaire. Si dans l'Iroué de Navarre, on a aisément reconnu le comte Thibaut IV de Champagne, l'identification du comte de Peithiaeus avec le Guillaume, 9e duc d'Aquitaine de ce nom, a été beaucoup plus laborieuse, faute d'indices explicites en ce sens dans les manuscrits. Encore, les incohérences ne sont pas rares entre le nom énoncé par la rubrique qui introduit les poèmes et celui qu'enregistre la table d'index, ou encore pire, entre le nom des poètes qui se confrontent dans une pièce dialogique tels qu'ils se trouvent dans le texte et qu'ils sont mentionnés dans la rubrique. Mon intérêt pour la nomination dans ce genre de poèmes, le poème dialogique, que je décrirai synthétiquement tout à l'heure, relève du fait qu'ils sont les textes où se trouve la plus grande partie, et de loin, des noms de poètes. La partie restante du corpus onomastique, qui se concentre notamment autour des noms de quelques troubadours des origines, comme Marc Cabru, Cercamont, ou dont la personnalité poétique est fort éminente, comme Arnaud Daniel, a été magistralement étudiée par Valeria Bertolucci dans un article consacré à l'autonomination en tant que signature poétique. En revanche, malgré l'imposante bibliographie qui traite globalement des poèmes dialogués et dont vous trouvez un petit choix des titres dans ma liste, rien ou très peu, à ma connaissance, a été écrit sur la nomination dans ces textes, qui en sont parmi toutes les formes lyriques les lieux privilégiés.
Ce manque d'intérêt devient explicite et d'autant plus emblématique dans le cas du répertoire onomastique de référence pour la poésie troubadouresque. C'est le répertoire de Frank Chambers. Ce philologue déclare avoir renoncé à enregistrer le nom qui nous intéresse sous prétexte que, je cite en traduisant, « Cela aurait agrandi considérablement la taille de mon livre, et sans raison, parce que les noms auraient été connus des lecteurs par ailleurs. » Fin de la citation. C'est une drôle d'explication pour un répertoire qui se voudrait exhaustif. Mais que sont finalement ces poèmes dialogiques? Et pourquoi leur densité onomastique est si élevée et si singulière qu'elle a été négligée jusqu'à maintenant et que précisément elle a attiré mon attention? J'ai parlé de poèmes dialogiques ou dialogués pour garder autant que possible le plus haut niveau de généralité. Mais temps est venu d'introduire la terminologie spécifique et avec elle une discrimination qui s'avérera nécessaire pour une description tant soit peu rigoureuse du corpus. Les termes employés pour définir nos pièces sont deux. Tenso, en occitan, tenso, et je partis ou parture, en occitan, joc partit ou partimen. Dans la plupart des histoires de la littérature troubadouresque, les deux mots sont en général présentés comme mutuellement exclusifs. Une telle distinction rigide relève en réalité d'une idée assez tardive des genres pratiqués par les troubadours et de l'image, pour ainsi dire, normative que de ces genres nous a transmis surtout le fameux chansonnier C de la Bibliothèque nationale. Ce grand manuscrit du début du XIVe siècle, on en a ici encore deux photos, a été choisi comme base pour beaucoup d'éditions, aussi bien pour l'abondance des pièces qu'il contient que pour la correction de son texte. Il est le représentant d'une époque et d'un milieu dans lesquels la poésie des anciens troubadours était devenue surtout un modèle de référence pour les nouveaux poètes languedociens, rassemblés autour du consistori del Gai Saber, consistoire du Gai Savoir de Toulouse. Dans ce cadre, il fallait savoir exactement qu'est-ce que c'était qu'une tenso ou un partimen et ne pas confondre les deux typologies, comme l'atteste très clairement les traités de versification que sont les Leis d'Amorce de Guillaume Molinier. Et on voit dans la première photo la rubrique qui parle de partimen dans les deux cas, sur les deux colonnes, et dans la deuxième photo, une tenso. La confusion apparente entre tenso et partimen, nous la retrouvons en revanche dans les chansonniers copiés dans l'Italie du Nord, vers la fin du XIIIe siècle. Malheureusement, cette photo est en noir et blanc, je n'ai pas trouvé une photo en couleur. Ces manuscrits témoignent d'une approche sans doute plus conservative à l'œuvre des troubadours, motivée avant tout par l'altérité linguistique des copistes et du public. De fait, les copistes italiens ne font que reproduire l'usage des troubadours eux-mêmes, du moins de la plupart d'entre eux. Chez ces auteurs, un partimen pouvait bien être défini comme tenso. Et dans la rubrique du chansonnier A, on peut lire « D'ici en avant sont escriutas las tensons que sont en aquest livre ». À partir d'ici sont rangés les tensos qui se trouvent dans ce livre. Mais en fait, on trouve parmi les tensos des tensos et des partimens. Et le terme partimen n'est jamais utilisé à l'intérieur du chansonnier A. Maintenant, nous le savons grâce à un article illuminant de Dominique Billy. La tenso est moins une forme de poème, à l'instar de la canso, du sirventes ou du descore, qu'une modalité du trobar. Une tenso pouvait être n'importe quel dialogue en vers, entre 2, 3 et jusqu'à 4 poètes, développé par un changement de locuteur à chaque strophe dans l'espace d'un poème structurellement identique à une chanson ou bien par moyen d'un échange de strophes indépendantes. Quant au partimen, c'était une parmi les réalisations possibles de la modalité tenso, caractérisée par des traits distinctifs définis aussi bien au niveau du contenu que de la structure dialogique. Pour comprendre le fonctionnement de cette typologie textuelle tout à fait particulière, laissons parler les textes. Jean Bretel s'adresse à Perrin d'Angecourt. Perrin d'Angecourt répondait « À ceux que je vous partirai, à vos sens les meilleurs prendez, et de l'autre me défendrai ». Perrin d'Angecourt répondait à la question que je vais vous poser sous forme de jeu parti. Ici, le verbe partir a un sens vraiment technique.
Prenez pour vous la meilleure des deux possibilités alternatives, moi je vais soutenir l'autre. Ou encore, Gilles Levigné, qui s'adresse à Simon Doty. Maître Simon, dans les simples nouvelles, vous partigez et vous inquiosissez. L'un empruntait et l'autre me laissiez, et votre part maintenez bien et belle. Maître Simon, je vous propose un jeu parti sur une question nouvelle, et vous choisissez. Prenez l'une des deux possibilités et laissez-moi l'autre, et soutenez convenablement la partie que vous avez choisie. En résumant, avec Arthur Langforce, l'éditeur du recueil général de ce poème, le jeu parti français, mais aussi à quelques différences près le partimène occitan, est une pièce lyrique de 6 couplets suivis de 2 envois. Dans le premier couplet, l'un des 2 partenaires propose à l'autre une question dilemmatique, et celui-ci ayant fait son choix, soutient lui-même l'alternative restée disponible. Dans les 2 envois, chacun des 2 partenaires nomme un juge. Il n'y a dans les textes aucune trace d'un jugement que ceux-ci auraient prononcé. Ce dernier constat d'ordre circonstanciel, qui souligne encore une fois les limites de notre connaissance, n'empêche pas de faire confiance à ce que le poème indique clairement. Il s'agit d'une joute poétique qui prévoit que l'un des 2 poètes ressorte vainqueur. Une fois défini ainsi le partimène, on peut appeler tout simplement tenso tout poème dialogué qui n'est pas un partimène et qui se caractérise par la plus grande liberté à la fois dans les contenus et dans l'enchaînement du dialogue. Qu'il discute des casuistiques amoureuses ou qu'il se dispute sur des sujets plus personnels, l'effort des poètes est consacré moins à convaincre l'adversaire de la supériorité d'un argument qu'à écraser celui-ci, sans faire de distinction entre ses paroles, sa crédibilité et sa personne. C'est pourquoi, même quand le sujet est très abstrait, le débat ouvre toujours la voie à des compliments peu flatteurs à l'égard du partenaire, à des insinuations, parfois à des vraies insultes. Ce qui fait aussi une partie de notre intérêt pour ces textes qui exploitent la forme figée de la chanson d'amour pour développer une poétique tout à fait différente et dont nous examinerons des aspects significatifs par la suite. Prenons une tenso quelconque. À chaque strophe, le poète qui parle s'adresse explicitement à son interlocuteur en l'appelant à répondre. Dans la majorité des cas, cette appellation se fait par le biais du nom du partenaire, seul ou accompagné par des attributs qui en illustrent soit le rapport avec les locuteurs, amis, cousins, frères, compagnons, soit le rang ou la fonction sociale, sire, seigneur, maître, comte, roi. L'appellatif utilisé, susceptible de changer dans la suite du poème, par exemple le nom de famille au lieu du prénom, peut occuper n'importe quelle position à l'intérieur de la strophe. Chez Audefroy-Louchard, j'aime par amour et en moi en s'aimant, si loyalement que Fanquer doivent faire, mais del Béziers n'y puis trouver ni un, ne del surplus, ces jeux ne voient mes sphères. Qu'en ferais-je, Bretel, irait avant? J'aime d'un amour sincère et je suis également aimé aussi honnêtement comme il se doit à des cœurs parfaits, mais tout contact physique m'est défendu, au moins que je n'accepte de devenir malhonnête. Que ferais-je, Bretel? Dois-je persévérer? Et ici, vous voyez le nom de l'interlocuteur arrive au 5e vers. De façon très générale, nous pouvons affirmer que le geste allocutif réitéré est certainement la plus évidente parmi les lois de composition du genre dialogique médiéval. L'extraordinaire densité onomastique caractérisant les tensos et les jeux partis en découle directement. Il semblerait donc que nous avions déjà trouvé la réponse à la question posée préliminairement. Tous les noms sont là, dans chaque strophe de nos tensos et jeux partis. Il suffit de les lire. Toutefois, cette réponse apparemment si facile cache une difficulté herméneutique majeure et même un paradoxe qui ne vous seront sans doute pas échappés. Contrairement à tous les cas examinés jusqu'à maintenant par Michel Zinc et par les collègues qui m'ont précédé au cours de ce séminaire, il n'est pas question ici d'un poète qui se nomme en disant « je » ou « il », mais d'un poète qui en nomme un autre en disant « tu ». Le poète nommé est présent, car il répond, et accepte cette nomination parce que cela appartient aux conventions du dialogue poétique. S'il l'a refusé en répliquant « non, ce n'est pas moi »,« non, je ne m'appelle pas comme ça », ou « je ne suis pas ce que tu affirmes que je suis », il n'y aurait plus de place pour le poème. Le poème existe puisqu'en revanche, le poète accepte la nomination qui lui est imposée.
et en impose à son tour une à l'interlocuteur, qui ne peut lui non plus s'en arracher. À partir de ce moment, une joute poétique est instaurée et deux noms ressortent d'une nomination double et croisée. Il s'agit pourtant d'une nomination de deuxième degré, moins revendiquée que subie, et apparemment moins par conviction que par des contraintes poétiques et sociales. Le paradoxe est donc que lorsque nous pouvons récolter le plus grand nombre de noms de poètes médiévaux, c'est précisément leur compréhension profonde qui risque de nous échapper. Quel est donc le sens poétique? Quel est le contenu biographique de ces noms? La deuxième partie de mon exposé visera à donner une réponse à ces questions. Je crois que si nous arrivons à percer au moins en partie cette écorce qu'est les noms prononcés dans les poèmes dialogiques, nous aurons une possibilité concrète d'approfondir notre interprétation de ce genre si caractéristique de la lyrique médiévale. Tout d'abord, la présence de ces noms dans les corps du poème est si solide qu'il n'en pourrait être rayé qu'au prix de la destruction de l'architecture prosodique et syntaxique. Loin d'être de pures étiquettes ou de sortes de didascalies théâtrales renversées, où l'anthroponyme indiquerait celui qui écoute et non celui qui parle, ces noms incessamment répétés tout au long du poème jouent évidemment une fonction poétique. Or, tout le monde s'accorde pour reconnaître que la tenso médiévale était d'habitude récitée devant un public. Du point de vue de la performance, donc, la répétition de l'appellatif de quelqu'un que le statut même du genre nous fait supposer bien présent n'était point nécessaire. Même lorsque c'étaient des jongleurs qui jouaient le rôle des deux poètes concernés, il aurait suffi à la rigueur de rappeler leur nom une seule fois au début de la tenso. Si la répétition existe, il est probable qu'elle relève moins d'une nécessité d'ordre sémantique que de l'application rigoureuse d'un procédé rhétorique. Cette apostrophe est sans doute apparentée au trope de l'exclamatio, théorisé dans les traités de poétique contemporains comme la Poetria Nova de Geoffroy de Vinsauf. Les troubadours et les trouvères devaient en connaître les règles, sinon pour les avoir étudiées à l'école, au moins parce qu'elles faisaient certainement partie du savoir composé de l'époque. Cet aspect reliant la poésie au style oratoire est parfaitement cohérent avec le formalisme qui caractérise, désormais tout le monde le sait, la lyrique de la France médiévale. Les variations par rapport au degré zéro de l'appellation, faites par les biais d'épithètes et d'attributs, constitueraient en ce sens l'espace d'expression individuelle du poète à l'intérieur des frontières strictes d'une forme figée. Georges Lavie va encore plus loin en affirmant que, je cite, « s'il est un genre auquel convient l'expression de poésie formelle que Robert Guyette utilisa à propos de la chanson courtoise, c'est à coup sûr celui du jeu parti. Il n'est ni réel ni vrai, tout au plus mimésis du réel et convention du vrai. » Fin de la citation. Mais une telle interprétation, qui réduirait le poème dialogique en pur jeu formel, prise en tant que telle, n'est pas pleinement satisfaisante. Elle ne l'est d'autant plus qu'elle ne nous dit rien, au contraire, elle paraîtrait nous dire précisément qu'il n'y a rien à dire, quant au nom prononcé par les poètes. Des lectures différentes du lyrisme médiéval sont toutefois possibles, et dans quelques cas au moins, elles se révèlent même plus aptes à interpréter les textes auxquels elles s'appliquent. Certains aspects de la théorie formelle, particulièrement l'insistance sur la fermeture autoréférentielle de cette poésie, ce que Paul Zumthor appelait la circularité du chant, ont été contestés par des philologues, surtout des Italiens, qui en ont emphatisé la rigidité. Cette critique se fonde sur la reconnaissance au sein de la lyrique du Moyen-Âge d'une vocation dialogique fondamentale et a été développée notamment par Claudio Giunta. Selon cette nouvelle lecture de la poésie médiévale, celle-ci serait avant tout un moyen de communiquer un message significatif entre un émetteur et un destinataire réel. Il n'est pas question ici de juger de la bonté globale des deux théories. Il s'agit plutôt de reconnaître sans dogmatisme que la thèse de Giunta, qui d'ailleurs a été mise au point à travers l'étude des poèmes dialogiques, surtout italiens, est le cadre théorique le plus apte à la compréhension de notre objet. Voyons comment. Plusieurs indices, repérés grâce à l'analyse systématique des appellations, nous suggèrent que dans nos textes, l'exigence de dialoguer avec son interlocuteur était aussi réelle que celle de communiquer avec le public qui assistait à la performance.
Certes, des tensos fictives complètement écrites par un seul auteur existent, mais celle de tensos fictives est une catégorie qu'il faudrait, à mon avis, employer avec la plus grande précaution. En dehors des cas peu nombreux rappelés par François Zuffray dans son étude, c'est-à-dire des débats entre des objets inanimés ou des types sociaux, ou entre le poète et une entité surnaturelle ou une personnification, etc., des cas qui remontent évidemment à la typologie du conflictus latin, nous ne trouvons dans le corpus des tensos que des dialogues entre des personnes en chair et en eau. Les noms sont là pour le témoigner. Et avant de soupçonner qu'un poète puisse en avoir inventé un autre, il faudrait se demander pourquoi l'aurait-il fait et quelle aurait pu être la réaction de l'intéressé et du public. Mais venons-en à quelques cas concrets. Très fréquemment, les poètes s'appellent l'un l'autre par leur simple prénom. Parmi les poètes les plus célèbres, par exemple, Émeric de Péguillan est toujours Aymeric pour ses partenaires. Rimbaud de Vaqueras, tout simplement Rimbaud. Adam de la Halle, toujours Adam. Et si en ce cas, ce sont les rubriques des chansonniers qui nous aident à restituer les pièces à leurs auteurs amis nommés, que faire des dizaines de Peire, Johann, Albert, Albert Jatz, Gaudin, Armand, Bernard, Bertrand, Hugo, Enrique, Esteve, Fauré, Falco, Falconet, Gauseran, Guillem, Arnaud, Poncet, Imbert, Rimbaud, Roubaud, Lantelme, Raymond, Gaussen, Rodrigos, Rofian, Isard, Aurel, Thomas, Bernardo, Vaquier, et encore chez les trouvères Guy, Baudouin, Robert, Jean-Simon, Rogier, Chopard, Michel, Margot, Gauthier, Guichard, André, Aubertin, Perrin, pour lesquels, faute d'indications précises dans les manuscrits, l'acribie des savants modernes n'a pas encore trouvé des coordonnées biographiques satisfaisantes. Ce qui est évident, c'est que leurs interlocuteurs devaient savoir très bien avec qui ils étaient en train de débattre, et que même pour leur premier public, un seul prénom devait suffire pour identifier un poète. Cela était sans doute encore plus vrai dans les cas où le nom manquait complètement. Si Alphonse II d'Aragon est constamment appelé Seigneur Reis, Monsieur le Roi, par Guiraud de Bornel, et Jean Bretel répond souvent à l'appellatif Prince du Puy, Prince du Puy, c'est que dans le milieu où le poème est né, la cour d'Aragon dans le premier cas, le Puy d'Arras dans le second, il n'y avait aucune possibilité de se tromper. Le public savait très bien qui était le roi et qui était le prince du Puy. Cela nous donne en outre un indice certain pour la datation des pièces. Elles doivent se situer entre le couronnement des deux personnages et leur mort. Et on pourrait multiplier les exemples en ce sens. En revanche, parmi les appellatifs employés par les troubadours, le trait dont je vais parler maintenant est spécifique de la seule poésie occitane, les signals n'apparaissent que très rarement, 5 ou 6 cas assurés sur plus de 300 noms de partenaires. Cette absence nous dit encore quelque chose des tensos et de la poétique de la nomination qui les fonde. Selon la terminologie des troubadours, un signal est un pseudonyme que le poète attribue en chantant à sa dame, à son seigneur ou à l'un de ses amis. Il s'agit d'appellatifs typologiquement variés dont le choix peut nous paraître souvent arbitraire. Par exemple, bon vési, bon voisin, azimant, aimant, inglès, anglais, plus léal, plus loyal, belle cavalière, beau chevalier, ok non, oui et non, miels de baie, mieux que bien. La critique moderne est encore à la recherche d'une théorie générale de cet expédient très répandu chez les troubadours. L'explication traditionnelle, qui le voudrait tout simplement en relation avec la poétique du Célard, à savoir cacher un amour pas convenable puisqu'adultère, cette explication, je disais, a désormais montré toute sa fragilité. D'abord, elle ne vaudrait que pour les pseudonymes qui s'appliquent aux dames. Ensuite, elle semble ne pas tenir en compte l'étymologie et la polysémie du mot. Signaler est exactement le contraire de cacher. Et la production troubadouresque se fonde précisément sur le partage de valeurs et de références littéraires à l'intérieur du milieu constitué par les fidèles d'amour. Il ne faut donc pas projeter notre ignorance à nous sur le public médiéval. En outre, le même mot « signal » signifie aussi bannière, enseigne héraldique, un symbole donc, mais pas un secret. Anatole Pierre Fuxas, dans une étude récente, a souligné la fonction fondamentale du signal dans la création de l'espace poétique clos qui est celui de la chanson courtoise, par le biais d'un lexique puissamment connoté.
On peut bien être d'accord avec lui. Dans cet univers enfermé sur lui-même, les signaux deviennent des planètes gravitant autour du jeu qui chante. Le rapport avec ce sujet passe par les filtres de l'inspiration poétique, à savoir par le filtre de l'amour. Autrement dit, un rapport réel est poétiquement transfiguré par le fait même d'être appelé à faire partie du poème d'amour. Le signal peut alors représenter soit la dame aimée, soit le mécène qui donne au poète les moyens pour vivre et en chanter la louange, soit encore les compagnons qui partagent le même sentiment. Voilà pourquoi le signal est un élément fondamental de la poétique de la chanson et qu'il est en revanche presque absent des poèmes dialogués. En effet, ceux-ci relèvent d'une attitude tout à fait différente de la part des poètes à l'égard de leur objet. Même quand ils débattent de l'amour, ce qui est très fréquent, surtout dans les jeux partis, l'effusion lyrique dominante dans les chants par amour est abandonnée pour une inspiration dialectique et spéculative ou bien nettement dérisoire. C'est Linda Patterson qui nous l'enseigne. Je cite, « Les troubadours et leurs auditeurs aimaient bien parler de l'amour, mais ils en prenaient en même temps une distance ironique. Il y aurait quelques inconvénients à vouloir retrouver dans les tenso et partimènes les valeurs impliquées dans la canso amoureuse. Or, si on était tenté de croire que l'amour des troubadours était quelque chose d'éthéré, il suffirait de lire les tenso et partimènes pour avoir une idée toute contraire. Dans la moitié de ceux qui traitent le sujet de l'amour, il est clair qu'ils présument que si l'amoureux fait la cour à une dame, il compte, ou du moins espère bel et bien coucher avec elle. » Fin de la citation. À l'intérieur de cet horizon, il n'y a évidemment pas de place pour la sublimation poético-onomastique dont le signal est le résultat. Inversement, un interlocuteur appelé par son vrai nom, le nom qu'il est situé dans le monde réel, était la condition pour la mise en place d'un discours qui se voulait concret. Le peu de cas qui semblent se soustraire à cette règle implicite du genre ne font de fait que la confirmer. Par exemple, le signal lignaure, dont Luciano Rossi nous a déjà parlé la semaine dernière par rapport à Rimbaud d'Orange, est utilisé par Gérard de Borneglie pour s'adresser justement à Rimbaud d'Orange, et il s'agit moins d'un signal arbitraire inventé par Giraud que d'un hétéronyme parlant. Lignage doré, c'est-à-dire contenant aussi un écho d'Aurenga, orange, est un véritable avatar que le conte lui-même aurait souhaité revendiquer. Le nom prononcé dans les tenso et les jeux partis semble répondre somme toute à une instance de concrétisation de l'interlocuteur et du dialogue, un vérisme qui ne relève pas d'une poétique réaliste dans le sens moderne du terme, qui est étrangère à l'esprit du Moyen-Âge, mais d'une exigence de représentation vivante du texte et de son rapport avec le contexte. Si cela est vrai, il ne sera pas inutile de se concentrer maintenant, et ce sera la dernière partie de ma conférence, à la fois sur les contenus biographiques des noms que ce poème nous lègue et sur les circonstances de la performance que ce même poème présuppose. Dans notre perspective, les deux aspects sont strictement liés. Comme je viens de le rappeler, la catégorie de réalisme ne s'adapte que très imparfaitement à la définition de la littérature médiévale, où toute description du monde semble passer non seulement par les symboles et l'allégorie, mais aussi par une déformation inévitable due à l'idéologie sous-jacente. Si donc l'objectivité n'est pas une catégorie du Moyen-Âge, nous pouvons en revanche en identifier une extrêmement productive dans la théâtralité. La mise en scène du sujet, la représentation anecdotique d'une histoire personnelle, pour utiliser l'expression de Michel Zinc dans son livre fondamental sur la subjectivité littéraire, caractérise la poésie française, surtout à partir du XIIIe siècle, avant même la véritable naissance d'un théâtre profane en langue vernaculaire. Dans les tenso et les jeux partis, un poète est appelé directement en scène par son interlocuteur. La pièce constitue par ses limites, étroites dans les jeux partis, plus ouvertes dans les tenso, la scène sur laquelle il devra défendre son propre point de vue et lui donner avec sa personne physique une consistance tangible. Cette relation entre la personne du poète et la parole qu'il prononce est nécessaire pour l'existence du poème. Pourtant, elle peut varier beaucoup au niveau des contenus qui y sont impliqués. En gros, on pourrait dire qu'à une connotation personnelle forte correspond la tenso, tandis que dans le cas du jeu parti, la présence individuelle du poète est en général bien plus faible.
Les deux cas extrêmes se retrouveraient d'un côté dans la tenso gioglaresca, où la discussion ouvre bientôt la voie à l'échange d'insultes, de l'autre dans les jeux partis portant sur la casuistique amoureuse, dans lesquels la personnalité du poète est souvent si peu en jeu que le même trouvère peut se trouver à défendre une idée et son contraire selon les occasions. Mais voyons de plus près ces deux typologies. La définition de tenso gioglaresca s'applique non seulement aux poèmes qui voient débattre deux jongleurs d'humble rang, mais aussi aux tenso entre des jongleurs ou des troubadours et des seigneurs. Considérons à titre d'exemple la tenso entre un inconnu Bonafè et Blacas, seigneur savoyard, dont vous voyez ici une miniature, et une autre tenso entre Thomas de Savoie et l'obscur Bernardo. Dans la première, Bonafè attaque Blacas pour sa pauvreté et ses rapines. La réponse farouche de celui-ci se concentre longuement sur les yeux crevés du jongleur et sur la misère de sa vie d'aveugle. Le texte nous fait comprendre que Bonafè avait été ainsi mutilé suite à une tentative de vol. Et vous avez ici la première cobla prononcée par Bonafè. Seigneur, vos non temets l'op ni chat... Non, pardon, ce n'est pas la première, c'est la troisième en fait. J'ai pris un spécimen pour vous montrer un peu le texte. Seigneur, vos non temets l'op ni chat ni rata, tantes la ricchezza grande e sobeirana. Nil moier non porta vert ni escarlata, eins li manges son mantel l'autra semana. Segur vegna qui renquer, qui lo mantel sa moier met engagia mazzeler, ges non parts de chaitiver. Seigneur, vous ne craignez les mauvais présages que sont le loup, le chat et le rat, tellement votre richesse est grande et votre femme n'a pas de vêtements verts ou écarlates. Au contraire, vous lui avez mangé le manteau la semaine dernière. Que les gens viennent vous demander, sûr de recevoir, celui qui met le manteau de sa femme en gage au boucher ne me sauvera pas de l'indigence. Il y a un côté ironique mêlé à des insultes très directes. La réponse de Blacas, Bonafè soven cum pisasta zapata, che renno i pos vezer orbacia urana, ma in ta mosca tan passada la gargata, che fan la gorga curare e tenir sana, e i mort ma in torbe scacer, cant che iron a cavaler, mas che fosson pautoner, a baston et a dobler. Bonafè, tu as uriné souvent sur ta chaussure, car tu ne vois rien, cinglé d'un aveugle. Plein de mouches te sont entrées dans la gueule et maintenant elles te soignent la gorge. J'ai tué pas mal d'aveugles estropiés quand ils vont mendier chez le chevalier, pourvu qu'ils étaient des vagabonds avec leurs bâtons et leurs certifications. Dans l'autre tenso, Bernardo reproche au comte de Savoie la dépravation qui le rend déloyal et violent. Celui-ci, pour sa part, lance à son interlocuteur des insultes génériques et le menace de coups de bâton. Dans les deux cas, dans les deux tensos, l'échange est très dur, vous l'avez déjà en partie vu, et les partenaires n'épargnent pas les mots triviaux et les offenses gratuites, bien que toujours bien circonstanciées. En outre, c'est toujours le jongleur qui attaque le seigneur. Dans la deuxième tenso, la première cobla prononcée par le comte n'est en effet qu'un souhait très courtois et presque pieux d'obtenir l'amour et l'intercession de la dame, ce qui déclenche l'accusation d'impudicité de la part de Bernardo. Et là, on a l'incipit de la tenso. Bernardo, la genserdona che smira in tot l'omon nianc fos nier mais, dieus prec che m garde male de fallir, em dos amor, em traga d'est pantais et dels peccats ca faits mortals. Bernardo, je prie que la meilleure dame que j'admire au monde, la meilleure qui jamais fut et sera, me protège du mal fait et subi, et me donne son amour et me libère de ce chagrin et des péchés mortels que je commis. La réponse, Seigneur, si per giugiar ni per mentir potom esser vas Dieus fis ne verais, ni pel segle enganar ni trair, ni per giacer de mans putas savais, serez, Seigneur, vos sals per tos temps mais. Seigneur, si quelqu'un peut être fidèle et sincère envers Dieu par mensonge ou par tromperie ou par trahison, ou encore pour avoir couché avec des prostituées parmi les plus abjectes, Seigneur, vous seriez sauvé pour l'éternité.
La grossièreté de ces disputes a fait couler beaucoup d'encre dans les tentatives de saisir les statuts réels d'un genre qui semblait bouleverser de façon intolérable les hiérarchies sociales, puisque, comme l'a bien remarqué Nicole Gontier dans un livre récent sur les injures au Moyen-Âge, je cite, « L'échange de mots diffamatoires est le plus souvent une marque égalitaire, la preuve d'une certaine familiarité de conditions et des statuts. Ou bien de tels propos peuvent signifier l'assimilation abusive et audacieuse que tente l'offenseur qui veut rabaisser sa victime à son niveau et lui dénier toute prééminence sociale ou juridique. » Fin de la citation. Dans l'impossibilité apparente d'accepter qu'un tel échange poétique entre deux hommes de rangs si différents puisse produire dans la réalité, on s'est d'abord demandé si ces pinceaux et d'autres aussi ne pourraient pas être purement fictives. Mais cela, nous l'avons vu tout à l'heure, ne prospecte pas une meilleure solution. Qui, en effet, aurait pu composer des pièces pareilles ? L'hypothèse d'un seul auteur ne semble pas rendre ces poèmes plus convenables pour les mœurs de l'époque. Plus récemment, une justification de l'existence de ces poèmes a été recherchée à l'intérieur même de leurs textes, notamment par Linda Patterson, qui tend à sous-estimer la valeur des attaques portées par les jongleurs au Seigneur. Dans le cas de Bonafé de Black Hats, par exemple, si Black Hats est accusé d'avoir mis en gage la cape de sa femme pour acheter un peu de viande chez le boucher et passer la nuit à voler du bétail aux Templiers et aux Hospitaliers, il expose à la raillerie méchante du cercle d'auditeurs les yeux violemment crevés du vaurien Bonafé. Voici sa conclusion, la conclusion de Linda Patterson. On peut se moquer du Seigneur, mais celui-ci reste finalement inviolé. Il ne s'agit après tout que de plaisanteries, tandis que le jongleur est parfois en but à de véritables cruautés. Or, on ne voit pas en quoi les accusations adressées par Bonafé à Black Hats devraient être considérées moins mortifiantes que celles que le Seigneur lance aux jongleurs. Somme toute, si Bonafé était effectivement le humble vagabond que Black Hats décrit, il est assez probable qu'il devait avoir l'habitude de se faire traiter de vaurien. En outre, nous savons bien, grâce au cours de l'année dernière de Michel Zinc, quelles étaient l'humiliation et la dérision que le Moyen-Âge réservait aux personnes handicapées. Partant, la cruauté apparemment déplacée de Black Hats à l'encontre du malchanceux aveugle ne nous étonne pas beaucoup. Il faudra donc chercher une explication différente pour ces textes. C'est encore Linda Patterson qui nous suggère une piste intéressante. Elle remarque que nos pinceaux font preuve de certaines caractéristiques formelles du jeu, telles que Johann Hausinka les a identifiées dans son Homo Ludens. Voici quelques traits distinctifs du jeu que nous retrouvons clairement dans nos jeux poétiques. L'évasion, qui le situe en dehors de la vie courante, la délimitation nette dans le temps et dans l'espace, la tendance marquée à la répétition, la création d'un ordre fondé sur des règles bien définies, la conscience, même reléguée à l'arrière-plan, d'agir seulement en apparence. L'historien hollandais signalait aussi l'existence chez des civilisations fort diverses des compétitions de vantardises et des railleries dont le caractère ne se situe pas trop loin des pinceaux jongleresques. Mais c'est surtout le dernier trait, la conscience de faire semblant de quelque façon, ce dernier trait qui est susceptible d'attirer notre attention en nous ramenant directement à une dimension dramatique. Les partenaires des pinceaux et des jeux partis semblent s'amuser à jouer leur rôle, à savoir le personnage qui leur est imposé par l'interlocuteur, pour humiliant qu'il soit. Ce personnage, quoique construit nécessairement à partir de certains traits réels de leur personne, des faits, des caractéristiques physiques, des habitudes qui les rendent reconnaissables par les publics et assurent quant au sens de la pièce, ce personnage, disais-je, prend des caractères de plus en plus grotesques, triviaux et stéréotypés, qui lui sont imposés par les conventions du genre, comme dans un spectacle de la commedia dell'arte. N'oublions pas qu'un autre trait distinctif du jeu est, encore selon Johann Hausinka, l'importance du travestissement. À côté de ces deux pôles, le jeu et la représentation théâtrale, déjà bien signalés par Linda Patterson et par Michel Galli, nous allons en suggérer un troisième qui leur est tout à fait congénère et qui nous permettra enfin de proposer une interprétation satisfaisante, au moins je l'espère, de la pinceau jonglaresque. Le sont parlé Mikhail Bakhtin. De par leur caractère concret, sensible, en raison d'un puissant élément de jeu,
Les formes carnavalesques s'apparentent plutôt aux formes artistiques et imagées, c'est-à-dire à celles du spectacle théâtral. Et il est vrai que les formes du spectacle théâtral au Moyen Âge se rapprochaient pour l'essentiel des carnavals populaires et en faisaient partie dans une certaine mesure. Le noyau de cette culture, c'est-à-dire le carnaval, se situe aux frontières de l'art et de la vie. En réalité, c'est la vie même présentée sous les traits particuliers du jeu. Le carnaval, donc, et pardonnez-moi si j'arrive à parler du carnaval au premier jour de carême. Personne, à ma connaissance, n'a jamais invoqué explicitement le carnaval comme substrat pour la tenso gioglaresca. C'est probablement parce que la poésie des troubadours a toujours été considérée dans sa globalité comme une poésie d'élite, et on en a cherché plus volontiers les sources dans la littérature latine, la philosophie et la théologie que dans la culture populaire. Si cela est bien raisonnable pour la plus grande partie de la production troubadouresque, il est tout aussi évident qu'une telle filière n'est pas valable pour tous les textes. Nos tensos sont là pour nous le démontrer. Parmi les traits saillants du carnaval, nous trouvons que, c'est encore Bakhtin qui parle, le carnaval était le triomphe d'une sorte d'affranchissement provisoire de la vérité dominante et du régime existant, d'abolition provisoire de tous les rapports hiérarchiques, privilèges, règles et tabous. Faut-il lire plus loin? Si Blacas et le comte de Savoie acceptent de se faire injurier par leurs jongleurs, si les jongleurs prennent eux-mêmes l'initiative d'attaquer avec salacité leur patron, si l'échange d'insultes et d'accusations réciproques se termine sans conséquences majeures, sinon la dérision qui rapproche pour une fois le seigneur et les jongleurs face au public, c'est que le carnaval permet tout cela. Comme nous le disons encore aujourd'hui en Italie, a carnevale ogni scherzo vale. Au carnaval, tout est permis. Son esprit populaire, comme il arrive souvent, s'est emparé d'une forme poétique cultivée et élitaire et l'a exploitée pour ses fins. Les appellations, encore une fois, jouent une fonction poétique importante en ce sens. L'attitude dérisoire des jongleurs est témoignée par leur choix de répéter à chaque strophe l'appellatif formel et respectueux des seigneurs et de vouvoyer leurs partenaires, ce qui contraste violemment avec la grossièreté impertinente de leurs propos. De leur côté, les deux seigneurs s'abaissent volontiers au niveau des interlocuteurs. Après avoir appelé par nom Bonafé et Bernardo, à partir de la troisième strophe, Thomas de Savoie désigne son adversaire de mort de Troia, gueule de truie, tandis que Blacas traite les siens de orbacia, sale aveugle, dans l'envoi. Si ce ne sont pas de véritables noms, ils sont certainement des masques. Or, la performance dramatique et le carnaval partagent l'emploi des masques, le travestissement dont nous venons de parler à propos du jeu. Et il n'y a aucun doute que le nom représente de quelque façon la masque du poète en scène. Banal lorsqu'il n'est pas connoté, puisque sa référence est immédiate et tangible, le nom devient par l'itération poétique à laquelle il est soumis dans la tenso le lieu textuel où se condensent et se cristallisent les traits du personnage. Il l'est d'autant plus pour nous que de ce personnage nous ne pouvons connaître et apprécier que le nom. Et pourtant, notre appréciation est aussi superficielle que la prise de ce nom sur le personnage qui joue soi-même, les traits individuels étant de plus en plus stéréotypés par cette même théâtralisation où chacun tend à être réduit à sa fonction sociale, à son défaut physique, à son vice le plus ignominieux. Le nom, donc, est loin de promettre au lecteur moderne de cette poésie les ouvertures biographiques qu'il souhaiterait y retrouver. En revanche, Bonafé se réduit pour les publics anciens et modernes à Orbacia, sale aveugle, et Bernardo à mort de Troia, gueule de truie. Ces noms prononcés par un interlocuteur malveillant finit par ne transmettre jusqu'à nous que le regard malicieux de celui-ci sur un poète dont nous savons, hélas, presque rien. Et pourtant, je ne voudrais pas terminer sur une constatation aussi pessimiste. Nous avons dit que dans les jeux partis, le niveau d'expression personnelle est généralement moins élevé que dans les tensos que nous venons d'analyser. Mais la situation est à vrai dire plus complexe que cela. Tout d'abord, comme Michel Galli l'a très bien démontré, si les noms qui nous intéressent ne sont pas toujours capables de densité biographique, ils définissent tout de même un espace sociopoétique réel, celui du Puy d'Arras. La mention des noms, quelquefois des liens d'amitié, de relations hiérarchiques, de complicité ou de rivalité, organise en arrière-plan
un réseau relationnel qui ancre le débat dans un contexte social plus ou moins précisé. À l'abstraction du champ d'amour, répondons qu'ici, l'inscription dans un groupe, un cercle, où circule la même parole et un même savoir, et qui laisse deviner en public. Encore plus, vu le milieu qui constitue le contexte de ce poème, il se trouve que ces mêmes noms désignent à la fois le poète et leur public. Mais il existe aussi des pièces qui nous promettent d'autres découvertes tout à fait intéressantes, des pièces dans lesquelles les noms sont inespérément accompagnés des informations personnelles. Beaucoup de jeux partis s'ouvrent sur un appel au partenaire qui est censé être questionné à cause de la renommée de son savoir, voire de sa compétence et de son expérience dans les affaires d'amour. Une diapo a dû sauter, donc je vais vous lire mon texte. C'est Jean de Grévillé qui parle à Jean Bretel. « Sire Bretel, vous qui d'amour savez quand qu'on aime poète, par raison essayez. » Jean Bretel, vous qui savez tout ce qu'on peut savoir de l'amour pour l'avoir raisonnablement expérimenté. Mais cette connaissance est bientôt niée suite à la réponse de l'interlocuteur. « Sire Jean, d'amour me répondait, si comme s'il qui pouvait, c'est du mestier. Sire Jean, vous me répondez comme un homme qui est peu expert du sujet. » Un tel expédient, absolument typique du jeu parti d'Arras, ne relève que de l'art oratoire et ne nous dit absolument rien de qualité réelle des partenaires. Il faut également se méfier des données prétendument biographiques que le proposant présente dans la première strophe de certains jeux partis et qui ne sont en réalité que des moyens discursifs pour poser la question. Un sire anonyme qui parle à Roland. « Roland, une dame trouvée en un lieu où je m'en bâtis, et tant que Samour l'y priait, avant qu'elle m'en fiste loterie. Roland, j'ai rencontré une dame dans un endroit où je me trouvais par hasard, et je lui ai demandé si longuement et en priant son amour qu'elle me l'a finalement concédé. » Pareillement, à mon sens, on ne peut pas faire confiance au poème qui semble naître d'une occasion personnelle, sur lequel a attiré l'attention des chercheurs Jean-Claude Mühletaler. En effet, si une donnée biographique, par exemple le mariage de Robert de Chastel, rappelé une fois par Jean Bretel, est présentée comme la raison même du choix de l'interlocuteur, on revient apparemment à la typologie considérée tout à l'heure. Preuve en est le fait que, dès la strophe suivante, l'aptitude et la compétence du partenaire est, comme d'habitude, révoquée en cause. Mais dans d'autres poèmes, les informations que le poète révèle sur son interlocuteur et sur soi-même sont difficilement réfutables, paradoxalement par cela même qu'elles sont tout à fait indifférentes à l'égard de la question posée dans les jeux partis. Lisons par exemple ce jeu parti de Guillaume Le Vignet. C'était Guillaume Le Vignet dans une miniature du chansonnier du roi. « Moine, ne vous ennuie pas, n'a fort que jus en midi, de l'abbaye m'efface et vous en fuste jadis. Moine, c'est Monio d'Arras, puisse ma parole ne pas vous déplaire, ce n'est qu'un jeu. Je viens de me rendre à l'abbaye et vous y êtes depuis longtemps. » Après cette prémisse, la question sur laquelle repose le jeu parti porte, comme c'est fréquemment le cas, sur une affaire d'amour. Guillaume n'avait donc aucune raison de faire allusion au début de cette pièce au fait qu'il venait d'entrer en religion et que Monio d'Arras y était depuis longtemps, comme son nom, moine Monio, l'indique, le suggère plutôt. Ces données, pour ainsi dire immotivées, ne peuvent qu'être vraies. C'est leur gratuité même qui en assure la véridicité. Pour une fois, derrière les noms de Guillaume et de moine Monio, un brin au moins de substance réelle vient donc satisfaire nos efforts d'historiens face à des voix qui demeurent pour le reste le plus souvent insaisissables. Je vous remercie de votre attention. Merci Federico, c'était un exposé vraiment extrêmement riche, extrêmement convaincant et extrêmement original. Il y avait beaucoup d'idées qui, pour moi en tout cas, étaient nouvelles ou des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Pourquoi le signal n'est pas utilisé dans la Tenso et dans ses sous-genres, la relation, oui, le point de départ sur l'originalité du tu
par rapport au jeu, naturellement la conclusion sur le jeu et le carnaval, sur l'hypothèse d'une présence forte du poète dans l'Atenso, d'une présence faible dans le jeu parti, mais hypothèse nuancée ensuite par le retour au jeu. Avant de donner la parole, je dis vite ce que j'ai en tête, sinon je l'oublierai peut-être de toute façon. Quelque chose tout au début et qui est vraiment marginal, à propos de votre Rimbaud de Vaqueiras, vous dites que les copistes sont sensibles aux noms illustres. La preuve, 6 poèmes sont attribués à tort à Rimbaud dans le chansonnier catalan. Mais c'est possible. Est-ce que c'est la seule raison? C'était un nom illustre, tout de même pas le plus illustre. Il y avait des troubadours qui, à la fois socialement et même poétiquement, étaient plus connus que Rimbaud de Vaqueiras. Donc, je ne sais pas si l'hypothèse, on ne prête qu'aux riches, ça va laisser l'hypothèse d'ailleurs absurde de Dimitrescu pour Guillaume IX, de dire les poèmes obscènes sont de Guillaume IX, les autres sont d'Aible de Ventadour, mais on a apporté au grand poète. C'est ce genre d'hypothèse. Je ne suis pas sûr que ça marche vraiment. Alors, pour ce qui est du chansonnier SG, alors il s'agit d'un chansonnier catalan, oui, avant tout. On a que 3 grands chansonniers catalans. Donc c'est un peu des exceptions par rapport à la règle, c'est-à-dire des chansonniers copiés soit dans l'Italie du Nord, soit dans le Midi. Et c'est un chansonnier de la deuxième partie du XIVe siècle, donc assez tardif, et tout à fait particulier, car il est divisé en 3 sections très reconnaissables. La première est une section consacrée à Cerveri de Girona. Il y a plus d'une centaine de pièces. Donc un catalan. Un catalan, un des derniers troubadours. Et donc c'est vraiment le chansonnier de Cerveri. Après, il y a une section consacrée à des troubadours de l'âge classique, on dit d'habitude, et c'est Rimbaud de Vaqueiras qui ouvre cette section. Il y a 8 autres troubadours. Et il y a Bertrand de Born, Guiraud de Bornel, Arnaud Daniel. Ce sont des grands troubadours, mais Rimbaud de Vaqueiras est le premier. Et on a de lui un nombre de pièces qui est extraordinaire par rapport aux pièces que nous trouvons dans les autres chansonniers. La raison est peut-être qu'après Cerveri de Girona, qui est un poète extrêmement curieux, qui pratique des genres différents, qui écrit en plusieurs langues, il fallait trouver un grand modèle précédent. Et ce modèle ne peut qu'être Rimbaud de Vaqueiras, justement parce qu'il écrit en des langues différentes, parce qu'il a pratiqué beaucoup de genres, parce qu'il a écrit des estampidas, des poésies pour la musique, des poésies à danser. Et donc c'est peut-être ça la raison de ce fait. Ah, pardon. Et je reprends dans l'ordre. Vous avez dit que dans ce type de poème, type Tenso, où le poète est désigné par tu, voilà, la nomination n'est pas revendiquée, mais subie, ce qui est vrai. Du coup, elle est moins ambiguë. Nous avons abordé, et surtout nous aborderons, des cas où le poète, en se nommant lui-même, entretient une ambiguïté entre lui, son nom, la relation entre leur nom, le poème qui s'écrit, etc. Là, nous avons, alors que pour tout le reste c'est plus compliqué, une situation qui est presque plus simple, puisqu'on lui donne son nom, et c'est comme ça. Que ce nom ne soit pas normalement un signal, ça c'est quelque chose que vous avez, qui est très très bien vu et que vous avez très bien expliqué. Le signal, ou bien est un signal commun et mutuel,
Par exemple, tu vois, Guillaume de Saint-Didier, son ami de cœur et sa petite amie s'appellent tous les trois Bertrand. Et les deux autres Bertrand lui ont fait une grande félonie, dit-on. Voilà. Et ou Rassa. Bon. Et si le signal est mutuel, il sert à confondre et non pas à distinguer. Donc on ne peut pas le réutiliser dans le style confondre. Et quand le signal s'adresse à la dame, ce n'est pas, comme l'a très bien dit Federico Saviotti, pour dissimuler une identité, puisqu'il signale et que cette dissimulation n'est qu'un jeu, en fait, tout le monde sait très bien, mais c'est la marque d'une sorte d'enfermement dans le sentiment amoureux. Je la désigne non pas par le nom qu'elle a pour tout le monde, mais par le nom qu'elle a pour moi, et qui correspond à ce qu'elle est pour moi, un bon voisin, un aimant au sens de Magnette, l'aimant qui attire, pas l'aimant d'amour, l'ambiguïté de Hockenon, la perfection de mieux que bien, etc. Et vous avez absolument raison, l'ignore n'est pas un véritable signal. Et quant au jeu, c'est presque une évidence que c'est un jeu et que c'est une théâtralisation. Et il y a beaucoup d'autres choses qui le montrent. Par exemple, il y a une tenso d'un type de Rudebeuf, mais dont Rudebeuf n'est pas l'un des protagonistes. Il rapporte une dispute devant Saint-Germain-l'Auxerrois entre Charlot le Juif et le barbier de Melun. Et donc, alors là, nous avons une question pour nous. C'est Rudebeuf qui compose le poème, il ne se nomme pas. Le poème est de lui, mais la dispute est rapportée à d'autres. De qui est la mise en forme poétique ? Il y a une sorte d'ambiguïté. Elle est de Rudebeuf, bien sûr, mais enfin, il peut supposer qu'elle est aux autres. Et il y a un autre développement, alors là, explicitement ludique et carnavalesque aussi de la tenso, c'est dans le jeu de la feuillée. Ou dans le jeu de la feuillée d'Adam de la Halle, où sur scène, des personnages qui sont des habitants d'Arras, qui sont Adam lui-même, qui sont son père, qui sont des gens que tout le monde connaît, que nous connaissons, sont là et se disputent d'une façon qui est, encore une fois, explicitement un jeu dans les deux sens du terme, un jeu ludique et ce qu'on appelle un jeu au Moyen-Âge, c'est-à-dire une pièce de théâtre, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ce que votre théorie est parfaite. Ça coule de source. Ça coule de source. Et vous en avez encore plus le mérite que Michel Galli. Mais enfin, je parle trop, d'autres peuvent vouloir parler. Non, seulement sur ça. Je suis très reconnaissant à Michel Galli, que je ne connais d'ailleurs pas, mais qui a écrit des pages vraiment très, très savantes et très intéressantes sur les jeux partis d'Arras et que je vous suggère de lire si vous êtes intéressé au sujet. Surtout son livre Parler de l'amour à Arras. Pardon, il me faut une citation précise. Oui. Parler d'amour au puits d'Arras, lyrique en jeu. C'est un livre assez récent. Oui, et qui est aussi très intéressant à lire. Surtout sur ce point, c'est-à-dire dans ce milieu arageois, dans ce milieu bourgeois, des bourgeois et des jongleurs, c'est le milieu même qui force l'espace poétique et le fait de devenir un espace théâtral finalement. Et à partir de cela, on peut discuter sur le sens de
de cette mise en abîme d'une certaine façon. Et d'ailleurs, qu'on soit à Arras, et il est très frappant qu'on trouve ce genre de pratique à Arras, dans une ville dans laquelle le jeu poétique tient une place énorme, la ville, la confrérie des jongleurs et bourgeois, et d'autre part, chez les troubadours, où la pratique poétique est une pratique sociale et une pratique ludique, et où on le voit dépasser même la stricte tenso, le Cervantes de Pierre d'Auvergne sur ses confrères, celui du moine de Montaudoin, relève du même genre. Simplement, ce n'est pas présenté comme dialogué, mais c'est le même type de jeu, le même type d'accusation, le même type de plaisanterie. Et là encore, la limite de la fiction, c'est que on a soutenu, par exemple, Jean Dufournay a soutenu que là, il parlait des jeux partis, que les jeux partis pouvaient être fictivement dialogués, que ça pouvait être le même problème. Mais dans le principe de la tenso, si c'est totalement fictif, le sel disparaît. Ça ne présente pas grand intérêt. En revanche, si les injures sont fictives ou font partie du faire semblant, font partie du jeu, font partie du retournement carnavalesque, font partie de la transgression permise à un moment donné, alors là, on comprend. C'est là qu'est la fiction, et non pas dans la composition même du poète, du poème. D'autres choses, tout le monde est content? Eh bien, si tout le monde est content, nous le sommes.